l'école de commerce de Harvard, Steven Schwarzman du groupe Blackstone et Eric Labaille de McKinsey, ainsi que mon cher ami Jeff Cole de l'USC. All right, let's get everybody seated. All right. All right, if everybody can take their seat. Bien, si vous voulez bien reprendre vos places. Nous avons beaucoup entendu parler aujourd'hui des opérateurs historiques et des défis posés par les innovateurs, mais nous allons maintenant passer au problème de la réinvention des métiers traditionnels. Qui le fait bien, qui le fait mal, quelles leçons en tirer? Nous avons des intervenants extraordinaires avec nous aujourd'hui. Nous avons ici des chefs d'entreprise traditionnels, ainsi que des gens qui conseillent, qui analysent et qui conseillent les chefs d'entreprise, ainsi qu'un intervenant qui cherche précisément des opportunités, des occasions de restructuration. Alors, commençons par dire qu'il n'existe pas une seule entreprise sur Terre qui n'ait pas été affectée par les technologies numériques. La plupart de nos entreprises ont été radicalement transformées. Même des métiers dont on aurait pu croire, a priori, que l'Internet n'aurait aucun effet sur elles, a été affecté. Les services funéraires, par exemple, ont été radicalement modifiés par l'Internet. Et lorsque je m'adresse à des publics, je demande souvent aux gens de prendre un seul exemple d'un métier qui n'ait pas été affecté par l'Internet. Le meilleur exemple que j'ai entendu à ce jour, c'est quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais moi, quand je me fais couper les cheveux, eh bien, mon coiffeur n'a pas été particulièrement transformé par l'Internet. » Et pourtant, votre coiffeur se fournit certainement en produits cosmétiques sur Internet. Alors, beaucoup de chefs d'entreprise sont un peu mal à l'aise avec les transformations impliquées par le passage au numérique. Je me rappelle une conversation que j'ai eue il y a environ un an dans une conférence majeure avec des chefs de grandes entreprises. Et il est devenu très vite apparent que ces gens-là n'étaient pas à l'aise. Et pour finir, cette conversation m'a frustré à un point tel que j'ai dû leur dire « Écoutez, je suis sûr que si nous nous saoulions ensemble un soir et que je vous mettais un petit peu la pression, vous finiriez par avouer que vous préféreriez qu'Internet ne soit jamais apparu. » Et plus tard dans la conversation, un de ces interlocuteurs m'a justement dit « Vous n'avez pas idée de à quel point je voudrais qu'Internet disparaisse. » Et pourtant, nous trouvons que de par le monde, 77% des employés considèrent que l'Internet les a rendus plus productifs. 5% des employés déclarent que l'Internet les a rendus moins productifs et le reste déclare que cela n'a fait aucune différence dans leur travail. Alors bien sûr, l'Internet ne nous a pas permis de ne travailler que 30 heures par semaine au lieu de 40 pour faire le même travail. Simplement, nous travaillons aujourd'hui davantage. La frontière entre la vie privée et la vie professionnelle tend à s'effacer. Nous constatons que de plus en plus de gens passent 3 heures chez eux à travailler après avoir quitté leur travail de la journée. C'est notre vie quotidienne qui change radicalement. Nous travaillons aujourd'hui les jours fériés même grâce à l'Internet. Alors j'aurais véritablement souhaité pouvoir discuter pendant 1 heure avec chacun de nos intervenants, mais nous n'en avons pas le temps. Nous n'avons que quelques minutes à consacrer à chacun. Nous allons commencer par Franco Bernabé, le PDG de Telecom Italia, un des principaux opérateurs de télécom en Europe. Et Franco, je crois que tout au long de cette conférence, nous avons beaucoup entendu que l'Internet était l'invention la plus brillante depuis l'eau chaude. Mais je ne suis pas sûr que... Alors, nous avons entendu que l'Internet créait beaucoup d'emplois. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut en penser. Les intervenants de McKinsey nous ont déclaré que pour chaque emploi détruit par Internet, 2,6 emplois étaient créés. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Bien, je crois que puisque nous sommes dans un
dans un environnement et dans un contexte où on nous demande de formuler des recommandations pour les politiciens du G8, eh bien, je crois que nous devons les encourager à prendre conscience des implications des politiques actuelles. Parce qu'il ne suffit pas de dire que l'Internet est quelque chose de formidable et que cela va créer des emplois à l'avenir, que nous en sommes tous merveilleusement contents. Non, je crois que dans nos sociétés, ce qui compte est de comprendre comment nous pouvons effectuer cette transition de l'ancienne société, de l'ancienne économie à la société et l'économie nouvelle. Alors, pour vous donner quelques chiffres, le secteur des télécoms et de l'informatique en Europe et aux États-Unis compte 11 millions d'employés. Alors, le secteur des télécoms perd aujourd'hui des emplois à un rythme assez rapide et l'industrie de l'informatique perdra des emplois au même rythme que les télécoms dès que le cloud computing atteindra un taux de pénétration plus important dans nos sociétés. Alors, cela pose un problème important, puisque d'un côté, nous avons le secteur de l'Internet et les acteurs qui sont bien connus, qui ont une taille importante, comptent environ 100 000 employés. Donc, voilà les chiffres qu'il faut comparer. 100 000 d'un côté, 11 millions de l'autre. Alors bien sûr qu'il y a bien sûr que l'Internet crée des emplois, mais la grande différence entre les emplois perdus chez les opérateurs historiques et les emplois créés par le secteur Internet est que les anciens emplois étaient très protégés par un cadre social et législatif historique. Les emplois étaient parfois garantis à vie depuis les années 50 et les années 60. Les gens pouvaient partir du principe qu'ils allaient travailler toute leur vie pour une même entreprise. Aujourd'hui, il est devenu difficile de trouver un emploi. La plupart des jeunes gens doivent s'adapter à des concepts radicalement nouveaux et différents. Les emplois changent, il faut toujours faire preuve de davantage de souplesse. Et cela crée beaucoup de tensions dans nos sociétés. Cela soulève un certain nombre de questions politiques que les décideurs politiques doivent prendre à bras-le-corps. Alors, je n'ai pas vu pour l'heure que nos politiciens le fassent et s'occupent de ces questions. Et je crois que cela est devenu urgent. Eh bien, adressez-vous dès maintenant au sommet du G8 de demain à Deauville. Que devrait-il savoir en matière de création ou de destruction d'emplois? Bien, d'un point de vue européen, puisque nous nous trouvons aujourd'hui à Paris, mais je crois également d'un point de vue américain. Je crois que nous devons prendre en compte le fait que nous avons des sociétés rigides, très fortement régulées, des sociétés très protectrices pour l'ancienne génération d'emplois. Donc nous devons mettre en place des sociétés plus souples et plus facilement adaptables au nouvel environnement. Bien sûr que cela implique beaucoup de tensions sociales. Donc les politiciens doivent trouver le moyen de gérer cette transition d'une manière qui soit socialement acceptable. Alors, pour rebondir là-dessus, en tant qu'opérateur historique, on vous accuse assez fréquemment, pas seulement vous-même, mais les opérateurs historiques des télécoms sont souvent accusés de ralentir l'innovation, d'essayer d'empêcher la concurrence. Hier, le PDG de France Télécom était avec nous et pour nous parler de la neutralité des réseaux. Et je crois que sur cette question, mais les avocats de la neutralité des réseaux ont d'ores et déjà presque remporté la bataille. Mais nous avons entendu tous les problèmes de viabilité de l'investissement dans les réseaux pour les opérateurs de télécom. Qu'en pensez-vous? Bien, vous savez que les volumes de données sur les réseaux est en constance croissante, en moyenne de 30% par an sur les réseaux fixes, de 110% par an sur les réseaux mobiles. Et cela implique, bien sûr, des investissements importants afin de suivre ce rythme et cette explosion de la demande. Dans le même temps, comme vous le dites très précisément, très justement, nos sources de revenus se contractent, nos tarifs sont à la baisse et donc nous devons nous adapter. Mais cela veut dire pour nous que nous devons être plus souples.
Alors, de notre point de vue, cela implique également un certain nombre de problématiques d'ordre social. Bien sûr que nous avons des responsabilités face à nos employés et devant la société dans son ensemble. Donc, nous devons répondre à l'ensemble des besoins. C'est là un exercice tout à fait difficile, autant pour nous d'ailleurs que pour les politiciens qui doivent s'occuper de ces problèmes. Et alors, passons maintenant à Rosabeth Kanter, professeure émérite à l'école de commerce de Harvard, et qui conseille également un certain nombre d'entreprises de par le monde. Alors, quel est votre point de vue? Comment pensez-vous que les entreprises traditionnelles se réinventent au travers de l'Internet? Bien, je crois que dans tous les secteurs, c'est un moment particulièrement enthousiasmant. Nous allons citer quelques exemples déjà ici. Nous avons des produits, des processus, des partenaires, des personnes et les objectifs de l'entreprise. Le secteur automobile est aujourd'hui fournit aujourd'hui des services Internet, par exemple de localisation des véhicules par Internet. C'est là un produit radicalement nouveau et différent qui a été apporté par Internet. Et cela ouvre la porte à de nouvelles opportunités, de nouvelles applications du même produit. Par exemple, Zipcar, un service de covoiturage basé sur Internet. L'Internet vous permet de localiser la voiture et de mieux la partager. Donc les processus également ont été totalement réinventés grâce à Internet. Et cela donne lieu à beaucoup de créations d'emplois, des emplois qui ne sont pas nécessairement situés dans le monde développé, mais qui peuvent être situés, par exemple, en Inde. La sous-traitance des processus crée beaucoup d'emplois en Inde et permet à des entreprises de croître et de fournir de nouveaux services. Alors, aujourd'hui, nous voyons certains services relocalisés, après avoir été délocalisés, relocalisés aux États-Unis, grâce aussi à l'Internet. Une entreprise telle que Zara, en Espagne, procède à ses réassorts d'inventaire et gère ses nouveaux produits uniquement grâce à la présence de réseaux informatiques dans ses magasins. Et cela leur permet également de produire pratiquement à la demande, semaine après semaine. On peut parler des cimentiers également, les grands cimentiers du Mexique, qui ont même créé une entreprise de création de logiciels, il y a quelques années, pour moderniser leurs usines de produits chimiques. En termes de partenariat, bien, les grandes entreprises ne créent pas tellement d'emplois. Ce sont les petites entreprises qui créent des emplois. Mais les grandes entreprises ont une grande influence sur la création d'emplois du fait de leur chaîne d'approvisionnement. Ce sont les grands partenariats entre grandes entreprises et petits fournisseurs qui créent des emplois. Des petits fournisseurs qui sont souvent des entreprises de la nouvelle économie et qui, elles, créent des emplois. C'est là un phénomène tout à fait important dans le monde actuel. Et en fait, les grandes entreprises et les entreprises de capital risque investissent aujourd'hui dans des startups sur Internet afin précisément de tisser de nouveaux partenariats. Hier même, Reuters, nous avons vu ce que faisait Reuters et comment Reuters s'est réinventé grâce à leur entreprise de capital risque qui a investi dans les premières années de Yahoo, car ils ont compris très vite que les nouvelles technologies pouvaient ouvrir de nouvelles opportunités pour Reuters. Alors, ce qui concerne les personnes, les gens, bien sûr que les gens aussi sont pratiquement réinventés par Internet. Le travail à distance se développe. Il ne s'agit pas de délocaliser en Inde, mais le travail à distance devient de plus en plus important. Chez IBM, 40% des employés dans le monde ne travaillent plus dans un bureau IBM. Alors, ils sont peut-être en déplacement, mais de nombreux employés d'IBM travaillent depuis chez eux. Et cela a permis à IBM de s'implanter dans des zones rurales, par exemple, de permettre à ses employés de rester dans des zones rurales où il n'y avait pas de travail disponible. On pourrait également parler de l'éducation en ligne, qui devient le nouveau mode d'éducation et qui permet à de nombreuses personnes de mettre leurs
talent et leur capacité à jour, parfois seuls chez eux. Les réseaux sociaux trouvent également leur place au sein des entreprises, à l'intérieur des entreprises. Alors, dans des entreprises plus caractéristiquement technologiques, cela est particulièrement évident, mais pour finir, je crois qu'en ce qui concerne les objectifs des entreprises, bien sûr que les entreprises ont des responsabilités sociales aujourd'hui et ces technologies numériques leur permettent de mieux faire face à leurs responsabilités sociales. L'année dernière, PepsiCo, donc en 2010, PepsiCo, plutôt que d'acheter des espaces publicitaires pour le Super Bowl, un des événements médiatiques les plus importants du monde, eh bien, plutôt que de faire ça, ils ont mis en place un concours sur Internet appelé Pepsi Refresh, où les gens pouvaient voter pour des fonds caritatifs auxquels PepsiCo verserait de l'argent. Alors cela leur a permis à la fois de se faire connaître, de faire de la publicité, mais également de faire savoir qu'ils avaient une attitude différente en termes d'affaires. Alors passons maintenant au PDG de Blackstone, M. Schwarzman. Alors je crois que vous aidez les entreprises à mieux évaluer la situation, à évaluer leurs possibilités de transition vers la nouvelle économie, les nouvelles technologies. Et vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas véritablement vous-même beaucoup de connaissances techniques et pourtant vous devez procéder à ces évaluations techniques des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre processus qui a été couronné évidemment de succès pour vous? Eh bien, nous avons créé BlackRock, tout d'abord, l'entreprise BlackRock que nous avons vendue avant de créer Blackstone. Donc une petite confusion sur le nom de l'entreprise. Mais je serais certainement d'accord pour dire que je suis peut-être la personne la plus ignorante techniquement dans cette pièce. Alors, je suis dans un monde un petit peu hostile. Je vis dans un monde un petit peu hostile. Étant donné que je n'ai pas particulièrement de connaissances techniques, et cependant j'ai des responsabilités importantes, je m'efforce de suivre des principes de base. J'ai également des activités à but non lucratif à Washington. Je préside une fondation artistique, une sorte de centre culturel national. Et lorsque j'ai pris ces fonctions-là, je me rappelle une conversation avec un de mes collaborateurs, Michael, qui me demandait quelle était ma vision pour cette fondation artistique, ce centre Kennedy. Et je lui ai dit, écoute, Michael, je n'ai pas une vision nationale pour l'avenir de cette fondation, mais une vision internationale. Je veux que nous puissions devenir accessibles à très bas coût pour n'importe qui dans le monde. Et c'est l'Internet qui va nous permettre de faire ça. Alors nous avons par exemple mis en place toute une série de petites narrations expliquant comment on pouvait devenir une ballerine ou un soliste, et nous les avons diffusées dans le monde entier. Alors cela change véritablement votre vision des choses lorsque vous comprenez que vous pouvez atteindre à peu près n'importe qui dans le monde à un coût extrêmement faible. Alors, nous possédons aujourd'hui environ 67 entreprises, pour 140 milliards de dollars environ de chiffre d'affaires. Donc, nous ne sommes pas de petits acteurs, certainement. Et lorsque nous achetons une nouvelle entreprise, eh bien, nous avons une équipe dédiée pour évaluer l'entreprise et évaluer toutes les améliorations que nous pouvons y apporter. Et cela passe, par exemple, par une évaluation de la manière dont l'Internet peut rendre cette entreprise plus efficace et plus profitable, plus rentable. Dans notre propre entreprise, pour vous donner un exemple, nous avons constaté que l'Internet crée un certain nombre de petits problèmes de communication avec le public.
Le fait que l'on ne passe plus directement par les médias fait que parfois on voit des choses rapportées qui n'existent pas, qui n'ont jamais eu lieu. Et notre réponse à cela a été de créer notre propre blog, notre propre média. Donc nous avons également notre propre compte Twitter afin de pouvoir communiquer et dire aux utilisateurs finaux quelle est notre version des faits plutôt que de laisser n'importe quel blogueur inventer toute une histoire. Nous utilisons également l'Internet pour communiquer avec nos financiers et nos partenaires, des institutions financières d'envergure mondiale, des colosses de la finance. Et aujourd'hui, nous communiquons avec eux de manière pratiquement instantanée et nous constatons qu'ils ont des questions tout à fait intéressantes à poser. Ils nous demandent, par exemple, eh bien, nous avons tous ces actifs à gérer, mais que peut-il advenir si le cours de l'euro ou du dollar change et quel sera l'effet pour toutes nos entreprises? Bien, aujourd'hui, nous pouvons analyser tout cela, nous pouvons dérouler plusieurs scénarios possibles et donner les réponses qui s'imposent en termes de performance des entreprises et pour le bénéfice de nos investisseurs. Donc, pour répondre à une question précédente concernant l'efficacité et la modernisation, eh bien, je peux vous donner une illustration un petit peu primitive, pour ainsi dire. Lorsque j'ai commencé dans ce métier de la finance, et que nous étions confrontés à un projet qui appelait à de la recherche, en s'appuyant par exemple sur le prix d'une action, le cours d'une action à la fin du mois, eh bien, je descendais dans la cave où nous avions des journaux, mais de quoi lire les journaux pendant 100 ans, et je feuilletais mes journaux, et cela me prenait des journées entières pour compulser et compiler les données sur les cours des actions disponibles dans les journaux. Aujourd'hui, vous pouvez faire ça en quelques secondes, sans même un support physique. Alors là, sur cet exemple, cela représente des journées de travail entières économisées pour un seul individu. Mais si l'on transpose cet exemple-là à l'ensemble d'un secteur, cela nous donne une idée de la révolution qui est en cours. Mais il faut également garder à l'esprit que les événements actuels, les transformations actuelles sont également dangereuses parce que si tout le monde dispose des mêmes informations au même moment, much more volatility. Eh bien, cela entraîne une volatilité bien plus importante qu'on n'a jamais pu l'imaginer. C'est comme si vous étiez sur un bateau et que vous disiez à tout le monde « Oh mon Dieu, nous avons un gros problème, déportez-vous tous vers la droite du bateau ». Et lorsque le bateau commence à pencher et que tout le monde se rend compte en même temps que le bateau va verser, tout le monde bascule sur le côté gauche et cela ne fait qu'amplifier le mouvement. Eh bien, vous savez, jadis, les marchés financiers dépendaient des frictions sur les marchés. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer des marchés financiers sans friction. Et je crois que la plupart des gens ne comprennent pas les dangers que cela implique. Donc, la démocratisation de l'information génère de la volatilité. C'est tout à fait intéressant. Très brièvement, comment évaluez-vous quelles sont les entreprises dont cela vaut le coup de les sauver? Eh bien, il suffit de regarder le modèle économique de n'importe quelle entreprise. Nous avons des gens tout à fait compétents et tout à fait futés, des équipes qui font ce travail. Cela ne repose pas, cette décision ne repose pas sur la décision d'un seul individu, bien sûr, mais il faut avoir une idée des tendances à l'œuvre dans le monde et des objectifs que l'on veut atteindre rapidement et à bas coût. Il ne suffit pas de se contenter du statu quo, mais il n'y a pas non plus de panacée ou de solution magique. Nous avons des équipes, par exemple, spécialisées dans le secteur de l'informatique. Et chaque fois que nous procédons à une acquisition dans ce secteur, eh bien, cette équipe étudie la question et vous seriez abasourdi par les montants, les centaines de millions de dollars qui peuvent être économisés dans une entreprise. Et l'une des choses que j'ai compris en travaillant dans ce métier, c'est que
Lorsque l'on a devant soi quelqu'un de talentueux dans le secteur de l'informatique, et en général, lorsque l'on paye les gens très cher, il y a une certaine corrélation entre leur talent et leur salaire. Alors, nous avons les moyens de payer les gens très généreusement. Et lorsque vous envoyez ces gens talentueux pour étudier une entreprise donnée et qu'ils constatent le degré de non-intégration des systèmes, eh bien, ces gens-là vont voir le PDG, qui en général n'est pas non plus très féru de technologie, et vous leur expliquez comment ils peuvent économiser 75 millions ou 125 millions de dollars par an. Dans certaines entreprises, nous avons pu le faire économiser 300 ou 400 millions d'euros par an. Eh bien, ces PDG sont tout à fait enthousiastes, et nous aussi d'ailleurs. Et donc, il y a une puissance de levier financière à dégager si vous êtes suffisamment compétent et ouvert d'esprit. Alors, Mark Thompson a peut-être le meilleur travail du monde. Il est directeur général, non pas PDG, directeur général de son entreprise. Alors, je ne sais pas si vous réalisez des films ou si vous commandez des armées, mais vous êtes directeur général de la BBC. Alors, Mark, je crois que vous seriez trop modeste pour tirer le crédit pour ça, mais vous avez vraiment réinventé la BBC comme une entreprise. Vous en avez fait une entreprise mondiale. Pouvez-vous nous dire un mot de votre vision de la BBC comme une entreprise d'envergure mondiale? Et pensez-vous que les entreprises de médias peuvent encore survivre dans le contexte actuel? Votre façon de commencer votre discours m'a beaucoup intéressé. Nous, on a quelqu'un qui s'appelle Ralph Rivera. C'est quelqu'un qui vient de New York et qui est arrivé il y a peu de temps pour diriger nos opérations numériques. Et je dis, Rolf, je sais pourquoi vous nous intéressez, mais pourquoi on vous intéresse. Vous avez eu d'autres offres plus intéressantes. Pourquoi venir à la BBC? Et Rolf m'a dit, imaginez les entreprises des médias dans le monde entier. Et chez leur PDG, il y avait, s'il y avait un bouton pour faire disparaître l'Internet, tous ces PDG le feraient. Il ne dirait pas, mais ils seraient d'accord, en fait, pour essayer d'éliminer l'Internet. Sauf vous, ce n'est pas votre cas. Je ne sais pas pourquoi, mais la BBC, vous ne voulez pas faire disparaître l'Internet. Et c'est pour ça que je voulais venir. C'est ça qu'il m'a dit. Alors, ce qui s'est passé à la BBC, c'est que dans les années 90, en fait, eh ben, tout d'abord, on a fini par comprendre que le monde, ce monde serait merveilleux pour nous, le monde de l'Internet. Ce serait merveilleux pour nous pour apporter les informations au monde, générer des contenus pour les enfants, pour l'enseignement. On savait que ça allait être un très grand changement, mais ça allait être un endroit merveilleux pour nous, selon nous. Surtout les barrières à l'entrée pour les diffuseurs du monde entier allaient être réduites. Dans le passé, on pouvait dire que pour avoir un public international, il fallait travailler avec d'autres diffuseurs. On pouvait être grossiste de contenu télévisuel. Et ensuite, on devait revendre ça aux marchés locaux et aux acteurs locaux. Et pour une entreprise des médias, c'était une façon d'avoir un public mondial et de, en fait, démocratiser le processus. Et puis une deuxième chose qu'on a vue, nous avons un très grand privilège car nous avons reçu beaucoup de subventions de l'État. Et cela nous donne des avantages. On n'est pas obligé de monétiser les nouveaux contenus numériques. Mais il y a beaucoup d'obligations. Il faut que notre contenu, notre programmation ait une valeur publique pour le public. Et nous avons également un devoir d'innover. Donc, à partir des années 90, on a essayé d'être audacieux pour investir, faire des expériences, des essais. On a eu de la chance. Très tôt, grâce à l'Internet, on a connu quelques cycles de succès. C'est-à-dire, on a essayé quelque chose, par exemple un site web d'actualité, ça a marché, et par la suite, toute notre organisation a compris que ça pouvait marcher. Donc, cela nous a aidés à l'intérieur de la BBC. On voulait organiser de plus en plus d'expériences, tenter le changement de plus en plus.
Nous savons qu'on a eu des difficultés, mais c'était ça à peu près le processus. Et les gens étaient assez surpris au Royaume-Uni de voir que cette grande entreprise historique était devenue vraiment une entreprise de nouvelles technologies, ce qui s'intéressait énormément à la nouvelle technologie. On essaie de rester très humble. Je pense qu'on peut toujours apprendre. La BBC peut apprendre de la plus petite des start-up. C'est vraiment, il y a une égalité des chances, c'est sûr et certain. Et moi, je passe beaucoup de temps à la Silicon Valley, au Japon et ailleurs, à rencontrer les petites entreprises. Je les écoute, je me tais et je les écoute pour savoir ce qu'eux ils pensent des médias de développement. C'est vrai que la BBC est énorme, c'est une très grande entreprise, assez classique, mais en même temps, on essaye de mettre sur pied de petites équipes qui travaillent ensemble à l'intérieur de la BBC ou à l'extérieur, comme si c'était des start-up. Et moi et les autres grands directeurs de la BBC essaient de travailler avec les petits et on soutient les petits dans l'organisation au lieu de soutenir uniquement les grands. Alors la question était organisationnelle. Comment organiser tout cela et comment s'assurer qu'on finisse pas par avoir deux BBC, une BBC nouvelle, numérique et très belle, et à côté une autre BBC vieille, en déclin, avec les anciens médias. Comment trouver le bon mélange? Et je pense qu'il fallait tout secouer et se réorganiser et faire ça tous les 2-3 ans. Il fallait être toujours en mouvement et ne pas essayer de trop organiser, d'avoir trop de structure. Et puis il faut des partenariats avec d'autres, surtout au niveau international, ne serait-ce que pour être sûr de notre présence et d'apprendre nos forces et nos faiblesses. Nous, on est une source énorme d'informations fiables et les blogs font référence souvent à nous. Par contre, nous ne sommes pas YouTube. On utilise quelques contenus générés par les utilisateurs, mais surtout, nous, on est on est connu pour la qualité de nos informations, et puis on est connu dans quelques domaines de l'enseignement et du divertissement. Donc, on essaie d'utiliser nos points forts et notre mission de base, mais on essaie de se réinventer pour ce qui est de la livraison de ces informations, la façon de les fournir. Voilà le début d'une réponse à la question pour le panel. Comment justement organiser cette transformation, se réinventer? Dernière chose, et ensuite on aura une petite discussion. Eric Labaye, merci d'avoir attendu, président de McKinsey Global Institute. Je pense qu'il y a une question très intéressante à vous poser, Eric. Est-ce que la réinvention numérique est une question informatique ou est-ce que c'est plutôt une question de stratégie tout court? Bien entendu, l'informatique permet cette transformation de l'entreprise. Pour parler de certains chiffres dont on a parlé hier, la croissance de l'Internet, 75% de cette croissance d'Internet vient des entreprises traditionnelles, c'est-à-dire qu'elles développent leurs affaires grâce à cette nouvelle technologie, grâce à l'Internet, et en générant donc de nouvelles activités. Et puis, regardez les différences entre les pays et les usages. C'est ça qui fait la différence entre un pays avec une pénétration d'Internet très élevée et une grande contribution au PIB par rapport à un pays où la contribution est inférieure. Donc, l'idée que certaines entreprises essaient de trouver de nouvelles façons de donner des services aux clients, c'est ça l'idée, les nouveaux usages. Quand vous êtes PDG d'une entreprise, c'est toujours mieux de vous changer et de remettre en question votre business au lieu de vous voir remis en question par les autres. C'est ça qui est important. Quelques exemples maintenant par rapport à ce qu'a dit mon voisin aussi tout à l'heure. Selon moi, il y a 3-4 axes. Il s'agit de stratégie des affaires. Tout d'abord, l'expérience du client. On veut améliorer, renforcer l'expérience du client. Et je pense que cela s'applique à n'importe quel secteur. On a parlé de télécommunications, l'expérience de client, le secteur bancaire. Aujourd'hui, quand on est à la maison, on veut pouvoir voir son gestionnaire de compte de chez eux par la voie vidéo. Et puis les États ont des sites web maintenant pour accéder aux services de l'État. Ça, c'est vraiment une façon d'améliorer l'expérience du client. Et puis, une deuxième chose, on peut faire la micro-segmentation maintenant grâce à la technologie. Depuis des décennies, c'était notre rêve de pouvoir vraiment servir le segment de
qui constitue une personne. Et on peut presque le faire maintenant, cette micro-segmentation. On peut avoir des données sur tous les segments du marché et on peut donc par la suite personnaliser les produits pour tel ou tel client, tel et tel segment. Et puis, un troisième axe, c'est par rapport au processus dont on a parlé. Maintenant, on peut dire que le temps est essentiel dans la concurrence. Auparavant, on a toujours fait la concurrence avec les autres par rapport à la qualité. Maintenant, le temps est essentiel pour nos activités et nos transformations. Et tout cela, c'est grâce au pouvoir numérique. C'est-à-dire qu'on peut comprendre les marchés très rapidement et cela peut influencer votre production et vous aider dans la concurrence. Et puis, quelque chose par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, la création d'emplois. Maintenant, quand on se fait concurrence dans le domaine du temps, eh bien, les entreprises qui peuvent faire concurrence dans ce domaine peuvent s'en sortir mieux. Donc, c'est très important pour le domaine de la concurrence avec les autres entreprises. Une dernière chose que j'aimerais évoquer, si vous essayez d'améliorer vos services et vos produits, il faut avoir les partenaires, on peut toujours soumettre des questions à Internet pour avoir les réponses. La R&D était fermée auparavant. Maintenant, on est plus ouvert. On pose des questions sur l'Internet très ouvertement et on reçoit souvent des réponses beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Donc, ce ne sont pas des questions d'informatique, c'est des questions de stratégie et de mentalité. Et l'idée de s'améliorer grâce à la technologie. Donc, les informations, les données, c'est très important, c'est sûr, mais la façon de les utiliser est le plus important. Il faut les capacités d'analyse, il faut l'informatique, mais ce ne sont que des outils pour prendre de meilleures décisions d'affaires. Je vois que Roosevelt est d'accord, donc l'Harvard Business School et McKinsey sont d'accord. Nous, on les forme. Alors, une question très rapide. Comme quelqu'un de McKinsey, j'imagine que vous ne voulez pas donner le nom d'un client qui s'en sent mal. Par contre, je suis sûr que vous serez d'accord pour dire qui est le client qui fait bien cette transition. Vous avez parlé des commerçants, des distributeurs. Eux, ils font bien cette distribution. Ils utilisent ce changement pour toute la chaîne de valeur, pour que les clients aient la meilleure expérience, pour qu'ils puissent mieux faire leur segmentation de clients. Et il y a 5 ou 10 ans, ce n'était pas possible. Donc, la grande distribution. Alors, on aimerait ouvrir la question au public, mais tout d'abord, j'aurais voulu poser une question pour la discussion. Même si vous le savez, nous n'avons pas beaucoup de temps pour la discussion, mais peut-être qu'en fin de compte, on verra que la personne la plus influente pour ce qui est de la transformation des entreprises serait la même personne la plus influente dans le domaine de changement politique et de communication interpersonnelle. Il vient d'avoir 27 ans et il sera notre orateur en fin de journée. Donc, parlons des réseaux sociaux et comment cela impacte les entreprises. Et on a une influence sur votre rapport avec les clients. Les clients veulent un rapport direct avec vous maintenant. Ils veulent vous dire quand vous avez raison, mais surtout, ils veulent vous dire quand vous avez tort, quand vous êtes trompé. Ils veulent souvent partager des informations. Vous ne voulez pas partager vous posez des questions difficiles. Alors, comment gérer les informations? Comment les contrôler? Et comment faire face à des crises aujourd'hui? Quand quelqu'un dit quelque chose sur votre entreprise, je sais qu'il y a 35 ans, Procter & Gamble a souffert de rumeurs comme quoi leur logo était une sorte d'outil d'adepte de Satan. Donc, ce genre de rumeurs. Comment gérer les réseaux sociaux et ces questions-là dans vos entreprises? Moi, j'aimerais démarrer. C'est une question très intéressante. Et en même temps, il faut remonter à l'origine de l'organisation de la grande entreprise. Dans les années 50 et les années 60, les grandes entreprises étaient organisées comme une armée. Le secret était d'une importance primordiale. Les grandes entreprises ne divulguaient pas les informations sur leurs projets, leurs plans et ainsi de suite. Mais maintenant, nous avons toujours de plus en plus de transparence d'informations de la part des grandes entreprises. Et c'est grâce à beaucoup de travail qui a été fait dans le domaine de réglementation et de légiférer aussi. Et puis, de la point de vue des grandes entreprises, ils savent de plus en plus qu'ils ont une responsabilité sociale.
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a cette transparence accrue, il y a cette responsabilité sociale. Il faut aller plus loin et accepter plus d'ouverture à Internet, aux réseaux sociaux, justement à un degré qui n'a jamais été connu auparavant. Ce n'est pas une révolution, c'est quelque chose qui est en phase avec ce qui se passe depuis 50 ans. On voit depuis 50 ans cette transformation de nos entreprises. Donc tout va finir par sortir. Une remarque, des réponses à certaines questions posées, c'est-à-dire comment arriver à organiser une transformation. C'est la même réponse que la réponse par rapport aux réseaux sociaux ou la réponse aux informations non contrôlées. Il faut un leadership sans dirigeants qui acceptent la transparence, l'ouverture, qui acceptent les informations, qui comprennent l'avenir et qui sont de véritables leaders. Il y aura un problème. Regardez, quand il y a un événement réel, pas une rumeur, mais un événement, Tony Hayward à BP, il lui a fallu combien de temps pour savoir qu'ils avaient un problème dans le golfe du Mexique avec le pétrole à la mer. Donc ça, c'est un leader. Il faut que le leader prenne la responsabilité quand il y a un problème, quand il y a un événement. Il faut qu'il soit actif sur les médias sociaux. Il faut qu'il réponde aux questions. J'adore les PDG qui répondent à leurs mails eux-mêmes. Il faut qu'eux, ils utilisent ces outils. Il faut qu'ils lisent les outils, qu'ils les suivent, qu'ils les prennent au sérieux, qu'ils écoutent les salariés. Et puis autre chose, quand IBM, Sam Palmason, le nouveau PDG d'IBM, il y a environ 10 ans, a voulu renouveler les valeurs d'IBM. À ce moment-là, il a créé un chat web pour les 350 000 salariés d'IBM. C'est un processus démocratique qui utilise l'Internet, qui permettait donc à 140 000 personnes qui ont vraiment participé, qui ont pu discuter au sein d'IBM pour parler des nouvelles valeurs d'IBM. Ils l'ont fait par la suite pour décider des priorités d'innovation. Donc, en fait, c'est quelque chose d'infiniment démocratique. N'importe qui pourrait répondre. C'est quelque chose d'énorme. C'est aussi énorme que la première vague de l'Internet, selon moi, les réseaux sociaux, car il s'agit du comportement des êtres humains. Regardez les médias, la diffusion, la BBC. Au Royaume-Uni, la personne moyenne passe 19 heures dans notre entreprise chaque semaine. Et on sait que la parole est très importante. Les gens apprennent par les autres s'il y a une nouvelle émission intéressante à regarder. Alors les médias sociaux pour nos entreprises pourraient constituer en fait une façon de diriger les informations vers les clients. Et encore plus important, ce serait une façon de mettre sur pied un nouveau rapport avec les clients. Donc, comme ça, vos clients peuvent s'entraider pour savoir ce qu'il a, s'il existe, quel contenu pourrait les intéresser. Mais sur le dernier point, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas le faire si vous, en tant qu'entreprise, vous n'êtes pas dans le même domaine qu'eux. Vous n'utilisez pas les mêmes outils. Quand on est en train d'étudier notre stratégie, il faut tenir compte des réseaux sociaux. Pensez à notre réseau social interne existant, le mail. Certaines des meilleures idées viennent de l'intérieur, viennent des salariés et pas des salariés les plus connus. Donc ça marche bien si on est à l'aise avec cette technologie et souvent on n'est pas tout à fait à l'aise. 2, 3 choses que j'aimerais évoquer. Tout d'abord, quand on écoute les clients aujourd'hui, plus de 40% disent que c'est du mot à la bouche. C'est ça qui m'influence, les médias sociaux. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Et puis, il faut absolument qu'on soit très bon dans tous ces domaines d'Internet. Si une interface avec les clients, ça va avoir une influence sur ce qui se dit par la suite sur Internet. Donc, c'est une question de valeur et d'excellence opérationnelle. Deuxième chose, c'est vraiment une façon de faire la recherche du marché en temps réel, savoir ce qui se passe, ce qui se dit dans les blogs. Parfois, beaucoup d'entreprises lisent les blogs pour savoir exactement ce que pensent les gens à un instant T. Donc, il faut être excellent et on peut également apprendre sur ces médias et s'adapter. Vous êtes sur Facebook malgré votre réticence. Moi, non.
Je ne sais pas si ma tranche serait intéressante, mais bon. Il y a 2 ans, on a bien compris, ou moi j'ai bien compris que si on n'est pas entièrement connecté au monde moderne, on connaîtra un désavantage très important. Tout est interconnecté, en fait. Donc, nous, on a décidé qu'il fallait se lancer là-dedans pour en faire partie. Si on n'en fait pas partie, on fait partie du passé. Donc, on a mis sur pied notre blog, Twitter. On est une des rares entreprises dans notre secteur à le faire. Je ne sais pas pourquoi. Et quand un problème arrive, il faut le gérer ainsi. On a eu une situation où un salarié d'une de nos entreprises a trouvé la mort à cause d'une baleine. Et les crises existent. Et là, c'était sûr que ça allait être une histoire importante pour les médias. Donc, on a cherché toutes les informations là-dessus et puis on les a envoyées à tout le monde. On a expliqué ce qui s'était passé, pourquoi ça s'était passé, que c'était bien malheureux. Le salarié n'avait pas suivi les règles. Il fallait pas être à l'eau avec cet animal. C'était une salariée qui et la baleine pensait que ses cheveux étaient quelque chose à manger parce qu'elle ne portait pas le chapeau réglementaire pour casser ses cheveux. Donc c'était tout à fait tragique cette histoire de décès. Et il y avait des gens qui avaient pris des photos du drame avec leur téléphone portable. Donc voilà comment on peut démarrer une crise si vous n'avez pas l'habitude de gérer une crise. Alors que faire face à une crise pareille? Il faut être totalement transparent. Il faut être honnête, ouvert, accepter les questions, accepter d'y répondre, travailler par le biais de tous les médias. On fait ça pour gérer les informations, pour que quelqu'un d'autre ne commence à donner les informations. Vous les donnez vous-même. Donc, le client va vous parler de vous, peu importe ce que vous faites. Donc, c'est mieux que vous fassiez partie de la conversation. J'aurais plein d'autres questions. Nous n'avons plus de temps. Donc, je vais devoir vous poser ces questions à un autre moment. J'espère que vous y répondrez. Mais on va quand même accepter quelques questions du public. On a quelques minutes encore. Qui aimerait poser une question? Dites-nous pour qui est destinée votre question, si c'est le cas. Et posez bien des questions. Là-bas, il y a quelqu'un, je crois. Thank you. Thank you. Yes. Robert Lemay. René, j'ai une question pour M. Schwartzman. Selon vous, dans les marchés financiers, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de technologie? Aux États-Unis, en France, ailleurs en Europe, beaucoup de gens pensent que la seule solution, ce serait d'éteindre les ordinateurs. On peut dire qu'on ne peut pas arrêter cette transition. Il y a des pans entiers du secteur financier qui dépendent entièrement de l'informatique. Toutes les transactions se font de façon informatisée. On cherche les tendances par l'informatique, on utilise des algorithmes. Et c'est comme cela qu'on gagne de l'argent et on fait des modifications à l'algorithme selon ce que font les autres. On ne pourrait plus vraiment faire autrement. La prise de décision ne doit pas dépendre de l'informatique et des ordinateurs et de ce genre d'outils. Les meilleures décisions sont prises avec l'intelligence humaine, en regardant où va le monde. Et je pense qu'on pourrait dire que 80%
des investissements dépendent de l'allocation des actifs. Et ce que ça veut dire en termes réels, c'est que si on sait à peu près où va le monde et vous vous positionnez correctement, est-ce qu'il faut investir en bourse en Inde par rapport à investir en bourse ailleurs, selon votre vision du monde, à ce moment-là, vos efforts seront connectés. Ce ne sera pas l'ordinateur qui va vous donner le succès. Donc, le monde numérique nous a aidés pour récolter les connaissances, les données. C'est beaucoup plus facile d'avoir énormément de données et cela vous facilite la vie pour justement apprendre où va le monde, le comprendre. Dans notre entreprise, tout le monde a un BlackBerry, sauf moi. Moi, je suis le seul récalcitrant, donc je suis tranquille. Je ne suis pas en réunion en train de regarder mon BlackBerry et d'ailleurs je l'interdis aux autres car aujourd'hui les gens passent tellement de temps à regarder leur entrejambe, je ne sais pas ce qui s'y passe, je préfère ne pas le savoir. En tout cas, ils ne réfléchissent pas à la réunion, à ce qui se passe dans la réunion et je trouve ça assez ridicule. Si vous voulez vraiment organiser une réunion, il faut vous concentrer sur ce qui passe dans la réunion et pas sur ce qui se passe sur les différents écrans que vous avez. Il faudrait raccourcir les réunions. Auparavant, on pensait que c'était un signe du pouvoir de ne pas posséder le BlackBerry, mais avec l'arrivée d'Obama, ça a changé. Je ne sais pas, c'est pas important pour moi. Vous pouvez m'appeler par téléphone et Telco Italien sera content de l'apprendre. Mais je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre. Il faut utiliser la technologie qui existe, qui est très puissante. C'est un véritable outil formidable qui peut vous donner un avantage. Mais en même temps, il faut prendre du recul, réfléchir à ce que vous êtes en train de faire, à moins que vous soyez en train de décider de stratégie de trading basée sur les tendances du marché. On va donner votre numéro de portable à la fin de la discussion. La dame au milieu a une question, je crois. Merci. Divine Fobex de l'Université de la Sorbonne. Je parle au nom de la société civile. J'aurais deux questions. Tout d'abord, pour Mark Thompson, pour savoir ce qui se passe par rapport au service public en ligne. La BBC doit tester par rapport au service public. Je sais qu'il a connu des coupes budgétaires. Et puis quelque chose pour tout le panel. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'obligation de service public en ligne? On va répondre à la première question tout d'abord. Oui, alors, tout d'abord, nous savons qu'on a besoin, pour la BBC, on a besoin à la BBC de la disponibilité d'actualités de grande qualité. Parlons simplement des infos. Et il faut que ce soit disponible sur les médias numériques. Cela n'exclut pas d'autres formes de diffusion, mais c'est l'une des possibilités qui s'offre au public britannique et dans d'autres pays aussi. Je pense que c'est toujours très important. C'est important aux yeux du public, au Royaume-Uni et ailleurs, c'est ce qu'on dit. Alors, c'est de l'argent public qui est utilisé. Donc, à ce moment-là, c'est disponible pour tout le monde. Il ne s'agit pas de tel ou tel public, mais de publics plus larges. Il n'y a pas d'intérêts commerciaux. Ce n'est pas pour dire que c'est la seule possibilité de le faire, mais ça fait partie de tout le stock d'informations disponibles dans le monde et de contenus culturels et autres. Et je crois que ça a toujours un sens qu'il y ait des subsides publics. Je crois que c'est raisonnable. Si la BBC et d'autres entreprises comme nous soient testées, soient responsables, pour qu'on s'assure que ce qu'on fait constitue une valeur ajoutée pour le public. Et si notre présence sur le net se justifie et n'est pas négative. Donc, cette idée qu'on doit être tenu pour responsable, je suis d'accord. Cette idée d'évaluer notre impact sur le marché, et je pense que ça, c'est une façon très pragmatique de le faire. Et ça ne nous a pas empêché de bien fonctionner sur le web. Et ça nous a aidé par rapport à certaines critiques qu'on a entendues au Royaume-Uni. Comme toutes les entreprises publiques au Royaume-Uni, nous avons des contraintes budgétaires
Pour ce qui est de nos services d'information internationale, malheureusement, il va y avoir quelques coupes dans ce domaine, malheureusement. Mais en même temps, je vous dirais que nous recevons des investissements pour d'autres services comme le BBC.com, le BBC World News. Il y a plus de financement disponible dans ce domaine actuellement. Bien entendu, on voudrait toujours avoir plus de ressources, mais je pense qu'on va pouvoir toujours fournir des services de très grande qualité au Royaume-Uni et ailleurs dans le monde avec l'argent que nous avons. Pour parler des obligations de services publics, je crois que c'est quelque chose de très important pour les décideurs et il faut en parler quand on regarde la situation actuelle. L'obligation de service public dans le domaine des télécommunications. Nous savons que cela date d'une époque ancienne, avant la déréglementation des années 90. Il y a eu des concessions, des licences qui avaient été octroyées aux opérateurs de télécommunications. Et puis, on a utilisé cette licence de moins en moins, l'idée étant que désormais le marché pourrait trouver solution à toutes les difficultés, ce qui n'a pas été le cas. Ce qu'on a en fait vu ces 10 dernières années, c'est en fait qu'il y a une sorte de fossé numérique qui se forme et on a différents niveaux de standards au sein de l'Internet. Donc, c'est une question politique importante. Pour l'instant, on n'a pas de réponse, seule réponse, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être évoqué au niveau du G8. Et pour reparler des décideurs politiques, on n'a pas le temps, malheureusement, pour la deuxième partie de la question, mais regardez derrière vous, vous pouvez voir les recommandations des journalistes par rapport à ce qu'on a dit jusqu'ici. Mais ce qu'on vient de voir sur le service public, il faudrait le rajouter aussi à cette liste, je pense, qu'on voit sur l'écran. C'est quelque chose d'important. Je vais vous lire rapidement. Toutes les entreprises ne sont pas d'informatique, mais l'Internet fait une transformation importante pour toutes les entreprises. Je crois qu'on est d'accord avec ça. C'est un processus qui produit la perturbation. C'est gênant pour ceux qui gèrent les entreprises. Les réseaux sociaux sont importants dans la transformation actuelle et il faut que les leaders répondent plus rapidement et qu'il y ait plus de transparence. Je suis d'accord avec ça. Je vous dirais qu'on a parlé tout à l'heure des emplois et des changements et on n'a pas mis ça à l'écran. Je crois qu'il faudrait rajouter ces points-là. Et puis, pour ce qui est de la responsabilité sociale, et je pense que ce qui est à l'écran n'est pas controversé, mais ça ne couvre pas toutes les idées très intéressantes qu'on a évoquées tout à l'heure. Je pense qu'il faut ajouter un point sur les difficultés sociales de cette transformation. Cela change les habitudes, cela oblige les gens à s'adapter à un nouvel environnement. C'est très douloureux. Nous avons une société, en tout cas en Europe, mais ailleurs dans le monde également, qui a l'habitude d'avoir un niveau de vie élevé, de protection sociale élevée, de sécurité de l'emploi élevé. Tout cela a été bouleversé. Donc en fait, je pense que c'est un processus de transformation sociale qui est difficile et qu'il faut aborder. 2 commentaires. Tout d'abord, je pense que la responsabilité des gouvernements est d'aider les gens à effectuer cette transition, que l'enseignement est toujours relevé du domaine public, que l'enseignement dans les stades ultérieurs pour permettre cette transformation n'est pas suffisant dans les pays qui subissent cette transformation, et les investissements dans l'éducation, c'est un aspect, et aussi continuer à soutenir les entrepreneurs, comprendre que les grandes sociétés bénéficient des liens établis avec des petites entreprises innovantes, avec les start-up. D'autres commentaires? J'ajouterai tout simplement, pour renforcer le rôle du gouvernement et pour aller au-delà, la promotion, l'encouragement de la concurrence, car c'est cela qui va alimenter une bonne partie de la croissance. Je pense que le principal moteur en faveur d'une plus grande transparence apporte des conséquences inattendues pour la société.
et renforcer la transparence ne sera peut-être pas dans l'intérêt de la société, contrairement à ce qui est dit. Dans l'univers financier, les banques, pour la plupart, appliquent un effet de levier de 10 pour 1 ou de 15 pour 1. Et le marché, en temps normal, augmente ou baisse de 10 ou 15%. Alors si on appliquait un mark-to-market et on avait une perte de 10 ou 15% avec des fonds propres de 10%, cela veut dire qu'à la fin du mark-to-market, cela se solderait par la faillite des institutions financières. Ce qui d'ailleurs s'est produit, c'est exactement ce qui s'est produit. Et cela a été créé en grande partie par cette exigence constante de la part des analystes de la transparence. Et dans certains cas, on n'a pas besoin. Il ne faut pas qu'il y ait de la transparence. C'est nuisible. Et la manière dont on dont on prend cette décision, c'est difficile à décider. Mais accorder plus de transparence à toutes les situations, ça m'étonnerait qu'on puisse accepter ça dans toutes les situations. On ne peut pas, en tant que société mondialisée, avoir une transparence complète. Alors, Marc, on a très peu de temps. Alors, je crois que Larry Lessing a fait une contribution remarquable. Il nous a rappelé certains des comportements négatifs, défensifs des opérateurs historiques. Et il faut garder en tête que pour les opérateurs historiques, il y a également des opportunités. Il y a des marques formidables, d'excellentes relations avec les clients. Et là, il faut que les opérateurs historiques le comprennent. Et si les gouvernements le comprennent aussi, cela veut dire qu'il y a d'excellentes opportunités pour les opérateurs historiques, aussi bien pour les startups. Et Steve, votre commentaire sur la transparence, je crois que l'ancien Atid, que ceux qui l'encourageaient disaient que nous n'avons rien à cacher. Où est le problème? Je pense que ces gens-là, ils commencent à réexaminer le problème. Alors, je remercie notre assistance. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'idées très intéressantes, beaucoup de nuances dans les réponses qui n'ont peut-être pas été pleinement traduites dans les documents. Donc, mais on le fera après. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Jeff. Time for a quick cup of coffee. Alors, une pause café rapide et je vous rappelle que les ateliers sont en parallèle à 11h30 précise. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis. Ce sont des panels très intéressants. Vous les trouverez à la fin du forum. Merci.